Bonjour et bienvenue dans Questions aux experts, une émission que nous réalisons aujourd'hui dans un contexte un peu particulier puisque nous sommes en période de confinement et que, en pleine épidémie, eh bien, nous avons aussi des interlocuteurs qui sont des soignants et qui souhaitent rester au plus près de leurs patients. Donc c'est par une liaison un peu particulière que nous allons discuter aujourd'hui avec le docteur Jean-Yves Pierga, qui est un oncologue spécialiste du cancer du sein, et nous allons aborder le problème de savoir comment peuvent être prises en charge les patientes qui souffrent d'un cancer du sein dans ce moment d'épidémie. Jean-Yves Pierga, bonjour. Bonjour. Merci de vous être rendu disponible pour répondre donc aux questions des internautes que je vais relayer durant à peu près un quart d'heure sur ce sujet. Et la première question qui nous vient un peu de partout, dès qu'on questionne les internautes sur ce sujet, c'est est-ce qu'il y a plus de risques lorsqu'on a un cancer du sein, lorsqu'on souffre d'un cancer du sein, est-ce qu'on est plus à risque par rapport au Covid-19 ? Alors, c'est effectivement la question qu'on se pose également. On a la notion que d'être traité pour un cancer pourrait être un facteur aggravant en cas d'infection à Covid-19, et c'est ce que nous ont donné quelques études venant de Chine. Mais finalement, on s'aperçoit que ça dépend du type à quel stade on est de sa maladie, quel type de traitement on reçoit. Et il faut vraiment distinguer des gens qui sont en rémission de leur tumeur, qui sont simplement dans le suivi, qui ont éventuellement un traitement de type, ce qu'on appelle une hormonothérapie, et qui là ne sont pas à risque, pas plus à risque que la population générale. La question se pose plus chez les personnes qui sont en cours de traitement, et en particulier des traitements qui diminueraient l'immunité, classiquement de la chimiothérapie ou d'autres thérapies ciblées qui peuvent intervenir également sur la réponse immunitaire. Alors justement, qu'est-ce qui est le plus dangereux? Est-ce que c'est la maladie ou est-ce que c'est sa prise en charge et les traitements qui peuvent avoir un impact sur effectivement la capacité à avoir une bonne réponse immunitaire? Alors, si on exclut des maladies particulièrement avancées, à des stades très très importants, avec des métastases étendues de la maladie, où effectivement la maladie en soi fragilise, pour les autres patients, c'est plutôt effectivement le traitement qui pourrait diminuer les différences immunitaires, qui peut potentiellement constituer un facteur de fragilité supplémentaire. Mais ce qu'il faut bien distinguer, c'est que c'est surtout une interrogation que l'on a. Parce que pour le moment, on n'a pas forcément d'éléments pour dire que les personnes qui sont infectées par le Covid-19 et qui sont en cours de traitement pour des maladies à des stades relativement précoces font particulièrement plus de complications. Bien sûr, on manque de recul, on a encore peu d'éléments par rapport à ça, il y a encore peu d'études qui soient publiées, mais ça n'est pas forcément un facteur en soi. Lorsqu'on a un bon état général et pas d'autres comorbidités qu'on connaît dans les problèmes liés au Covid-19, c'est-à-dire problèmes de surpoids, de diabète, de problèmes cardiovasculaires, d'hypertension, qui sont là aussi des facteurs de fragilité. Le fait d'avoir, si on n'a pas ces autres comorbidités, un traitement pour son cancer du sein, n'est peut-être pas forcément un facteur aggravant majeur. Et puis, bien sûr, il y a l'âge. Et on ne va pas avoir la même préoccupation chez des personnes plus jeunes que chez des personnes plus âgées, effectivement, qui vont être encore fragilisées par un traitement pour le cancer du sein. Une question qui revient beaucoup aussi, entre chimiothérapie et radiothérapie, qu'est-ce qui rend le plus à risque lorsqu'on est pris en charge pour un cancer du sein? Alors, la radiothérapie a rarement un impact direct sur les défenses immunitaires, surtout pour un cancer du sein où on va irradier une zone relativement localisée, et on n'a pas d'éléments pour penser que ça va rendre plus particulièrement fragile à une infection à Covid-19, puisque c'est plutôt une radiothérapie localisée. Tous nos patients qui sont pris en charge pour leur radiothérapie sont en cours de traitement. La préoccupation, c'est plus le fait que pour une radiothérapie, on va aller régulièrement pour des séances répétées, donc de venir plus souvent à l'hôpital, donc éventuellement être une source peut-être plus d'exposition au virus, potentiellement en étant au contact, donc de sortir de son confinement pour aller pour ces séances. Toutes les précautions sont prises justement pour isoler, protéger les patients de ces contacts pendant leur séance de radiothérapie. Et puis, on essaye de privilégier maintenant des schémas un peu plus concentrés en termes de radiothérapie, c'est-à-dire faire la même dose, donc de traiter de façon tout aussi correcte les patients, mais essayer de diminuer un peu le nombre de séances
pour obtenir le même résultat, de façon à diminuer un peu cette exposition et ces allers-retours. On viendra tout à l'heure sur le risque de déplacement pour aller dans les établissements de soins. La chimiothérapie est un vrai problème sur l'immunité? Alors, je dirais que est-ce que c'est un vrai problème? C'est notre interrogation. C'est-à-dire qu'on sait que de faire une chimiothérapie, on va avoir ces défenses immunitaires qui vont baisser de façon transitoire, puis ça remonte au fur et à mesure des cures de chimiothérapie. C'est un facteur de fragilité à toutes les infections, et souvent, ce qu'on craint, nous, c'est plus des infections à bactéries, des germes que les gens ont sur soi. C'est la complication, en dehors du contexte d'épidémie, la complication que l'on redoute de façon générale quand on est sous chimiothérapie, et en particulier pour la chimiothérapie pour les cancers du sein. Donc, il y a des précautions qui sont à prendre, des traitements, mais qui sont plus des traitements classiques d'antibiotiques en cas de fièvre. Et puis, on essaye de réduire ce risque en utilisant ce qu'on appelle des facteurs de croissance, c'est-à-dire des injections de médicaments qui vont booster un peu plus les défenses immunitaires, le taux de globules blancs pour réduire cette période à risque. Mais ce qu'on ne sait pas, et on n'a pas forcément de signal, en tout cas spécifiquement inquiétant, c'est est-ce qu'il va y avoir une augmentation des risques d'aggravation si on fait une infection à Covid-19 dans cette période. Ce n'est pas forcément les mêmes mécanismes de protection contre les infections, on va dire, un peu plus courantes, et quand on est fragilisé, qu'on a une chimiothérapie, et puis le problème de lutter contre un virus. Les patients qui sont traités habituellement en chimiothérapie, on les prévient également, par exemple, de se vacciner contre la grippe pour se prévenir de ce type de surinfection. Mais c'est plus parce que ça va affaiblir aussi leur organisme et qu'elles peuvent avoir d'autres complications infectieuses. Et quand on parle aussi de traitement dans la prise en charge du cancer du sein, il y a ces fameux tests génomiques qui permettent d'éviter de faire des chimiothérapies qui n'ont pas d'intérêt, ou en tout cas qui n'ont pas d'effet positif sur la patiente. Est-ce que dans l'état actuel de cette épidémie, on peut pratiquer ces tests génomiques? Alors, ces tests génomiques peuvent être réalisés, mais ils ont déjà des indications qui existent. Après, sur l'organisation d'un certain nombre de laboratoires, d'hôpitaux, effectivement, les conditions d'accès peuvent être éventuellement un petit peu plus compliquées, mais ça reste quelque chose qui peut se faire. On est déjà, indépendamment de ce problème d'épidémie, dans une logique, effectivement, d'essayer de diminuer, quand c'est possible, les indications de chimiothérapie, si c'est, on va dire, en excès de précaution d'utiliser ces chimiothérapies. La période actuelle avec cette épidémie peut effectivement avoir une influence sur faire pencher la balance un peu plus du côté de ne pas faire de la chimiothérapie quand on est dans cette situation un peu de décision un peu tangente. Ça peut être un argument supplémentaire pour effectivement, si on n'a pas un argument fort pour dire qu'il faut plutôt faire la chimiothérapie à visée préventive, c'est un élément qu'on peut prendre également en compte dans la période que l'on est en train de traverser actuellement. Une question très pragmatique aussi, qui revient beaucoup. Je suis prise en charge pour un cancer du sein. Dois-je me faire dépister? Et est-ce que je fais partie des personnes qui peuvent se faire dépister? En cas de traitement, actuellement, en l'absence de symptômes, on ne fait pas spécifiquement de tests parce que de toute façon, vous pouvez faire là aussi en cours de traitement, vous pouvez faire un test à un moment donné. Ça ne va pas forcément vous être la garantie que vous n'allez pas avoir une infection éventuellement plus tard. Généralement, notre préoccupation, c'est plus chez des gens qui sont en cours de traitement de chimiothérapie. Il est clair que dès qu'il y a le moindre symptôme, c'est là effectivement où on va tester pour savoir s'il faut suspendre éventuellement le traitement. Donc ça, c'est effectivement une situation qu'on rencontre actuellement de plus en plus. Le temps que la période, je dirais, plus dangereuse liée à l'infection soit passée, et après de reprendre le traitement en cours. Et par contre, le test systématique, c'est toute la discussion de tester de façon systématique, mais alors à ce moment-là, de façon répétée en cours de traitement. On est parti pour le moment, par exemple, sur des tests relativement systématiques avant toute intervention chirurgicale, hein, donc aussi pour les patients qui peuvent être opérés d'un cancer du sein, parce que ça va être dans la suite de l'intervention très important de savoir s'il ne va pas y avoir ce type d'infection qui se développe. La question de tester systématiquement à chaque passage les personnes qui viendraient pour leur traitement de cancer du sein n'est pas encore une stratégie qu'on a mis en place, mais qui sera probablement à discuter sur le plus long terme. Et puis, se posera la question que tout le monde se pose actuellement de l'utilisation d'autres tests
qu'on appelle sérologique pour savoir si on a déjà été exposé au virus et si on est dans le cadre où on a déjà été exposé, éventuellement immunisé, ou si on est toujours dans la période quelqu'un qui n'a pas été exposé et qui est toujours susceptible de développer cette infection. Vous l'évoquiez à l'instant, en cas d'intervention chirurgicale programmée dans la prise en charge d'un cancer du sein, est-ce que cette intervention doit être reportée, décalée? Et si oui, quels sont les délais qui permettent de rester dans une marge de sécurité intéressante? Alors, c'est effectivement vraiment la question sur laquelle, dès qu'on a été confronté à ce problème de se préparer à la prise en charge de nos patients en vue de l'arrivée de cette épidémie, avec nos collègues chirurgiens, enfin de façon pluridisciplinaire, on a réfléchi. Comme en fait, les cancers du sein, il n'y a pas un type de cancer du sein, il y a différents types de maladies. Il y en a qui sont plus ou moins agressifs. Donc, il y a certaines formes, on va dire, relativement indolentes, peu proliférantes, souvent qu'on va voir chez des gens plus âgés, pour lesquels on peut se dire effectivement, on peut éventuellement différer cette intervention parce qu'on a la possibilité d'utiliser un traitement, ce qu'on appelle anti-hormonal, c'est-à-dire des cachets de traitement anti-hormonal qui peuvent permettre de calmer la maladie pendant un temps et éventuellement de se permettre de différer l'intervention, mais les gens ne sont pas sans traitement, hein. Il y a quand même un traitement pour éventuellement se permettre en sécurité de différer cette intervention parce que ce n'est pas effectivement quelque chose qui est particulièrement urgent. Ça peut durer combien de temps ce traitement de substitution, disons-nous? Alors on vérifie que justement la maladie reste bien sous contrôle. C'est quelque chose qu'on utilise déjà en routine, mais là peut-être qu'on va utiliser plus fréquemment, mais plutôt, on va dire, sur des maladies indolentes qui sont sensibles aux traitements anti-hormonaux et plutôt chez des patientes éventuellement un peu plus âgées. Donc, mais ça peut se faire sur plusieurs mois, ça peut être 3 mois, 4 mois éventuellement. Voilà. Mais ça peut être simplement une solution intermédiaire d'attente pour un certain nombre de patients. Pour Alors, les autres qui ont des maladies plus agressives, ben, c'est vraiment tout l'enjeu actuellement, c'est de se dire qu'effectivement beaucoup de moyens sont dédiés à la prise en charge des patients en cours d'infection, mais le traitement du cancer reste quelque chose d'important, de prioritaire, et donc l'organisation des soins a essayé de faire en sorte que justement les lieux de prise en charge du cancer soient relativement sanctuarisés pour pouvoir avoir les moyens de prendre en charge dans les temps les cancers. Et donc, s'il y a des interventions qui doivent être faites, qui peuvent être décalées éventuellement d'une quinzaine de jours, ça c'est concevable, mais pas plus longtemps, et donc qu'elles puissent être faites en temps et en heure. Et ça nous permet aussi de discuter, de savoir si dans certains cas on commence plutôt par la chimiothérapie avant l'intervention, ou si on fait d'abord l'intervention puis ensuite la chimiothérapie, en tenant compte de ce qui est le plus approprié pour la prise en charge de la tumeur, et puis aussi du contexte actuellement de l'épidémie. Mais l'idée, c'est quand même de garder le maximum de chances pour les patients, de ne pas faire prendre de risques et d'avoir une prise en charge qui ne serait pas aussi optimale pour les patients. et pour des examens comme des scanners ou des échographies, c'est pareil, ça peut être reporté, décalé, suspendu pour Là un temps? aussi, ça dépend. Là aussi, pour des maladies agressives où il est important de savoir exactement où en est le stade de la maladie, et parce que ça va définir la façon de le traiter, non, les examens sont faits de façon normale, dans les délais nécessaires. La question éventuellement, c'est plus de s'organiser un peu mieux, par exemple, pour les IRM qui sont parfois un petit peu plus compliqués pour les problèmes de désinfection, mais qui restent aussi, quand c'est nécessaire, tout à fait accessibles. Et donc, il est important de pouvoir continuer à prendre en charge le mieux possible, malgré cette épidémie, les patients qui sont atteints de cancer. Et justement, j'ai une question très proche de ce sujet-là. Une personne qui pense avoir quelques symptômes d'un problème au sein, est-ce que c'est le moment de faire une mammographie? À partir du moment où il y a déjà des signes cliniques, donc on se pose la question, je pense qu'il faut continuer à faire les examens pour pouvoir avoir un diagnostic. Parce qu'il ne faudrait pas qu'à cause de cette épidémie, bien sûr, de la nécessité de confinement, d'un certain, non pas de rationnement, mais effectivement, un certain nombre de soins sont orientés vers la prise en charge des patients atteints par le virus, mais il reste quand même
des cabinets de radiologie qui fonctionnent. On a toujours la possibilité de faire ces examens et ça reste important. Il ne faudrait pas que tout ce qu'on est en train de gagner en termes de vie pour les patients qui sont atteints par cette épidémie en mobilisant beaucoup d'énergie pour prendre en charge ces patients, se paye par des retards de prise en charge pour d'autres maladies qui aussi peuvent engager le pronostic vital. Et puis surtout, on parle de vagues, il y a le problème de vagues de la réanimation pour la prise en charge des patients, mais il faudra faire aussi attention qu'on ne se retrouve pas avec une vague de prise en charge de patients qui auront attendu pour la prise en charge de leur cancer en négligeant un certain nombre de symptômes et de se retrouver dans quelques mois avec une, beaucoup de patients à prendre en charge plus rapidement parce qu'on aura attendu. C'est un peu la même chose aussi pour d'autres disciplines, que ce soit nos collègues en neurovasculaire sur les AVC ou en cardiologie sur les infarctus, on a l'impression que les gens consultent moins ou sont plus tendance à moins venir consulter pour des choses qui peuvent être également sérieuses. Une patiente nous dit, après une chimiothérapie, je suis en rémission depuis plusieurs mois. Est-ce que malgré tout, je suis encore une personne à risque par rapport à quelqu'un qui n'aurait pas eu un cancer du sein? A priori, quand on est à distance de tous ces traitements, en particulier de la chimiothérapie ou d'autres thérapies ciblées, non, on peut considérer qu'on a des défenses immunitaires du même niveau. Donc, je dirais qu'on n'est pas plus ni moins à risque que toute autre personne. C'est une question aussi que nous posons, j'en ai parlé au début, beaucoup de patientes avec leur traitement anti-hormonal, hein. Donc là, qui ont effectivement pas forcément d'impact, qui ne sont pas particulièrement fragilisants par rapport à l'immunité. Et donc, il ne faut surtout pas arrêter ces traitements qui sont importants, qui sont là pour prévenir d'éventuelles récidives de la maladie. Des questions aussi sur le mode de consultation. Beaucoup de praticiens font aujourd'hui des téléconsultations pour éviter justement ces déplacements ou à leurs patients de venir dans des centres de soins ou de santé où ils pourraient être contaminés. Et des questions se posent sur est-ce qu'une téléconsultation dans le cadre d'un suivi de cancer du sein, c'est quelque chose qui a une utilité ou est-ce que c'est pas un peu trop sommaire? Alors, ça ne suffit pas, en particulier parce qu'il y a toute la question de l'examen clinique et des examens radiologiques, mais ça permet quand même justement d'assurer le suivi. Il y a un certain nombre de consultations maintenant, alors on va dire c'est peut-être un intérêt finalement dans le changement. Ça nous a tous obligés à évoluer plus vite que la tendance naturelle sur ces téléconsultations, hein. Donc là, c'était quelque chose qui se mettait en place, on va dire, relativement lentement. Là, c'est sûr qu'il a fallu en quelques jours ou quelques semaines s'adapter beaucoup plus pour éviter effectivement un certain nombre de consultations qui peuvent se faire à distance. Ça ne remplace pas tout, hein, mais ça permet déjà de limiter, dans un bon nombre de cas, des déplacements et permettre d'assurer le suivi déjà sur l'interrogatoire et sur un certain nombre de dépistages de symptômes. Ça ne se substituera pas au fait d'aller faire justement la mammographie de suivi sur l'examen clinique qui pourra être nécessaire pour dépister une éventuelle masse, ganglion, etc. Mais ça fait partie effectivement des alternatives et qui permettent d'assurer déjà un bon nombre de consultations. C'est aussi très utile pour un certain nombre de patients qui sont en cours de traitement, hein, c'est-à-dire on a déjà fait le bilan initial, et puis pour voir comment se passe le traitement, adapter ce traitement éventuellement à distance en ajustant les prescriptions, ça ne nécessite pas forcément de passer par un examen clinique, et c'est surtout à l'interrogatoire et de voir quels sont les symptômes, les effets secondaires du traitement, et de pouvoir effectivement régler des choses à distance. Donc c'est clair que ça a changé nos pratiques, réduit un certain nombre de venues à l'hôpital pour les patients, et c'est important de limiter ce mouvement, mais il reste un nombre non négligeable de patients qui sont vus physiquement et qui viennent à l'hôpital. Donc ça fait partie de l'adaptation de la prise en charge, en dehors de tous les circuits qui ont été mis en place par rapport aux suspicions d'infection ou pas d'infection, d'organiser des circuits pour les patients. S'il y a une suspicion d'infection à Covid, ou au contraire, si on n'a pas d'éléments pour ça. Donc il y a tout un, un dépistage systématique à l'entrée, en tout cas des hôpitaux, hein, pour orienter les patients, être sûr que
il n'y a pas de signe annonciateur. Parce que si c'est le cas, plutôt de les mettre dans un circuit particulier où on va prendre d'autres précautions et puis surtout lancer des examens pour ces patients et voir comment on va continuer à prendre en charge, bien sûr, la priorité restant la prise en charge de leur cancer également. Docteur Jean-Yves Piergat, merci beaucoup pour toutes ces précisions, pour tous ces éclairages qui montrent que les patientes qui sont atteintes d'un cancer du sein ou qui sont en suivi pour un cancer du sein doivent rester totalement vigilantes et au cœur de ce traitement, surtout ne rien relâcher. Ce n'est pas l'épidémie qui doit changer quoi que ce soit. Merci pour avoir levé un certain nombre d'inquiétudes qui pouvaient naître et encore bravo pour votre implication dans ces moments très particuliers. Voilà, vous pouvez retrouver cette émission Questions aux experts sur notre site Pourquoi Docteur et sur Fréquence M. Vous pouvez également le retrouver sur notre page Facebook. Et à l'issue de cette émission, eh bien, je vous remercie de votre fidélité, je vous remercie de votre participation. Et à bientôt sur Pourquoi Docteur pour Questions aux experts.